Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Bonjour, chers maîtres, bonjour, chers collègues. Dans le cadre de notre traditionnel jeudi Socapel, l'honneur m'est donné de vous présenter aujourd'hui les états de mal épileptique. Cette présentation sera exposée par ma modeste personne, le docteur Kwame Urani. Notre présentation portera sur les généralités et le diagnostic de l'état de mal épileptique. Nous n'avons aucun conflit d'intérêts. À la fin de cette présentation, nous devons être capables de définir les différents états de mal épileptique, d'expliquer le mécanisme de pharmacorésistance en cas de crise prolongée, de décrire la démarche étiologie face à un état de mal épileptique et enfin d'élaborer une stratégie pour la demande d'examen paraclinique pertinent. Pour ce faire, nous allons suivre le plan ci-contre. En définition, l'état de mal épileptique est une crise épileptique qui persiste suffisamment longtemps ou des crises qui se répètent à des intervalles rapprochés sans reprise de conscience entre les crises. L'état de mal résulte soit de l'échec des mécanismes responsables de l'arrêt des crises, soit de l'initiation de ces dernières qui conduisent à des crises anormalement prolongées. En 2015, la Ligue internationale contre l'épilepsie a proposé une nouvelle définition des états de mal épileptique s'axant sur deux dimensions de temps. Le point temporel T1 à partir duquel on définit l'état de mal épileptique et on initie le traitement, et le point temporel T2 à partir duquel on peut redouter les séquelles à long terme. Ceci a été établi au vu des modèles animaux et sur des études cliniques. L'intérêt de notre présentation est quadruple. Sur le plan épidémiologique, l'état de mal épileptique est une urgence thérapeutique et constitue un enjeu de santé publique de par ses conséquences en termes de morbimortalité. Son incidence est difficile à établir de façon fiable dû à un mélange dans les études entre état de mal véritable, état de mal post-anoxique, état de mal convulsif et état de mal non convulsif. Sur le plan diagnostique, il est clinique et l'EEG nous aidera dans les états de mal épileptique lavé. Sur le plan thérapeutique, l'efficacité du traitement dépend de la précocité et l'utilisation du diazépam en intrarectal reste essentielle. En guise comme classification, l'état de mal épileptique peut être classé en état de mal convulsif et état de mal non convulsif. Nous savons que la convulsion est une activité motrice résultant d'une décharge hypersynchrone d'un groupe de neurones cortico-hyperexcitables. Cette activité motrice peut être tonique, clonique, tonico-clonique, atonique. Elle peut être généralisée avec perte de connaissance ou focale sans perte de connaissance. Et les états de mal épileptique non convulsifs ont une présentation clinique qui varie en fonction de l'aire cérébrale affectée. Nous avons également une classification basée sur les points temporels T1 qui est le temps à partir duquel on définit l'état de mal épileptique et T2 qui est le temps à partir duquel on sait qu'il y aura des séquelles au long terme. En ce qui concerne l'état de mal épileptique tonico-clonique généralisé, le T1 est de 5 minutes et le T2 est de 30 minutes. L'état de mal épileptique focal avec trouble de la conscience, le temps T1 est de 10 minutes et le temps T2 est de plus de 60 minutes. L'état de mal épileptique focal sans trouble de la conscience, le temps T1 est de 15 minutes et le T2 plus de 60 minutes. Les états de mal épileptique réfractaires, ce sont des états de mal qui persistent sur le plan clinique ou électrique malgré l'utilisation de des lignes thérapeutiques d'anticonvulsivants recommandés. Et l'état de mal épileptique super réfractaire est un état de mal qui persiste ou qui récidive après 24 heures d'un coma thérapeutique bien conduit ou la résistance à trois lignes différentes d'antiépileptiques recommandées. L'état de mal épileptique lavé est une expression clinique très tardive d'un état de mal tonico-clonique généralisé non ou insuffisamment traité et son diagnostic repose sur l'électroencéphalogramme. Comme rappel, cette image nous montre l'expression clinique des différentes crises épileptiques en fonction de la zone cérébrale excitée. Dans les crises frontales, on aura des phénomènes brutaux de posture, de mouvement ou de raideur. Dans les crises centrales, on aura des clonies ou des phénomènes toniques d'un membre à l'autre. Dans les crises pariétales, des crises avec phénomènes sensitifs. Les crises occipitales, des phénomènes visuels élémentaires colorés.
Et enfin, dans les crises temporales, on aura des sensations épigastriques ascendantes, des sensations de déjà-vu, une rupture de contact, des automatismes gestuels. En guise d'épidémiologie, l'état de mal épileptique est l'une des premières causes d'urgence neurologique chez l'enfant. En Europe et aux États-Unis, son incidence annuelle est de 17 à 23%, avec un taux de mortalité de 4 à 24%. En France, 15 à 20 cas, nous notons 15 à 20 cas pour 100 000 habitants par an, dont 10 000 à 13 000 nouveaux cas par an. Et chez les enfants, l'incidence atteint 25 cas pour 100 000, soit le double de la population générale. Le risque de récidive après 12 mois dans les 12 mois après un premier état de mal épileptique est de 16% et l'incidence cumulative d'épilepsie post-état de mal convulsif est de 25%. Et nous notons généralement dans un tiers des cas des séquelles neurologiques, cognitives et comportementales. Dans une étude menée par notre cher maître, le professeur Nguyefa et collaborateurs en 2016, chez 51 patients suivis avec état de mal épileptique, 31 avaient des crises qui dépassaient 30 minutes, dont 76% étaient des crises tonico-cloniques généralisées, 82% survenaient en contexte fébrile et les étiologies les plus retrouvées étaient les états infectieux avec en chef de file le paludisme. Pour la physiopathologie, sous l'influence des différentes étiologies fébriles ou non, on aura des anomalies des canaux ioniques voltage dépendants, un déficit en atéphase membranaire responsable du transport ionique, un déficit de la neurotransmission inhibitrice médiée par le GABA ou une activation des récepteurs NMDA médiés par les acides aminés excitateurs. Ceci va entraîner une rupture d'équilibre dans les systèmes excitants et inhibiteurs avec modification des propriétés intrinsèques des membranes neuronales, ce qui sera à l'origine d'une hypersynchronie et d'une hyperexcitabilité neuronale, d'où la convulsion. Avec le recrutement neuronal, on aura une internalisation des récepteurs inhibiteurs GABA et leur décroissance dans la fente synaptique qui va entraîner une résistance progressive aux benzodiazépines utilisées dans la prise en charge. A contrario, on a une mobilisation des récepteurs excitateurs NMDA et AMPA dans la fente synaptique qui va contribuer à une prolongation de la crise, d'où l'état de mal épileptique. Au cours de l'état de mal, on a donc au départ, une phase de compensation de la demande énergétique avec une phase hyperadrégénique où on aura une augmentation du flux sanguin cérébral et musculaire, on aura une vasodilatation cérébrale, une vasoconstriction périphérique, une hyperglycémie, mais qui va rapidement évoluer vers un métabolisme anaérobie avec une hyperlactatémie. Si cela n'est pas maîtrisé, on aura une phase tardive avec un échec des mécanismes compensateurs et cela va se traduire par une diminution de la perfusion cérébrale, une hypoglycémie, une hypoventilation avec hypoxie qui va aggraver l'acidose lactique, une rhabdomyolyse, une hyperthermie, ce qui sera à l'origine d'un collapsus cardiovasculaire, d'une arythmie cardiaque et tous ces mécanismes vont concourir à des lésions neuronales irréversibles qui seront corticales, cérébelleuses ou hypothalamiques. Le diagnostic positif de l'état de mal épileptique est clinique. C'est une crise généralisée de plus de 5 minutes ou 2 crises à intervalles brefs sans reprise de conscience entre les crises. Et le diagnostic positif fera appel à l'électroencéphalogramme en cas d'état de mal épileptique lavé. Le diagnostic différentiel se fait principalement avec des états confusionnels, notamment les confusions mentales fluentes et les mouvements anormaux non épileptiques avec les crises non épileptiques psychogènes. Le diagnostic étiologique repose sur une triple enquête anamnestique, clinique et paraclinique. Sur le plan anamnestique, nous avons dans la période anténatale le déroulement des grossesses, les sérologies, les échographies. Pendant la période périnatale, le terme de grossesse, l'adaptation à la vie extra-utérine, le poids de naissance. En postnatal, l'existence des convulsions néonatales, un ictère, une oxygénothérapie ou une infection néonatale.
nous devons nous recourir du statut vaccinal, programme élargi de vaccination et ORPEF, et si le patient dort sous musciquaire imprégné à longue durée d'action. La notion de convulsion intérieure avec le type de crise, la fréquence des crises et l'utilisation des médicaments antiépileptiques et les circonstances de survenue des convulsions. Est-ce qu'il y avait une fièvre? Est-ce que c'était dans un contexte de diarrhée, vomissement, d'accident de la voie publique ou de tout autre traumatisme? À l'examen physique à visée étiologie, nous devons regarder s'il y a une anomalie de la coloration avec une pâleur, un ictère, une cyanose, une anomalie du périmètre crânien avec une micro ou une macrocranie, une anomalie à l'auscultation avec des râles crépitants, un souffle tubaire, un souffle ou une arythmie cardiaque, une anomalie à l'examen de l'abdomen avec une hépatosténomégalie, une circulation veineuse collatérale, le pli cutané lent ou très lent, des anomalies cutanées avec une ecchymose, des démembrasions, des taches en lit de vin, des taches achromiques, l'aspect en peau de chagrin de la peau, un herpès labial, des angiomes stellaires, des pétéchies. On a également à l'examen neurologique des anomalies neurosensorielles, notamment une cécité, une surdité, des signes pyramidaux, extrapyramidaux, une asymétrie de l'examen neurologique et des signes méningés. Les examens paracliniques seront orientés en fonction de l'anamnèse et de l'examen physique. Donc, pour classer les étiologies, les principales étiologies des états de mal épileptique, on a les causes occasionnelles avec fièvre et sans fièvre et les causes non occasionnelles. Les causes occasionnelles avec fièvre, en chef de file, nous avons les convulsions fébriles qui surviennent chez les enfants de 6 mois à 5 ans sans atteinte du système nerveux central, dont on aura un LCR normal et nous n'avons pas d'antécédent de convulsion fébrile. Après, nous avons le paludisme grave avec comme argument la non-utilisation du moustiquaire imprégné et un TDR ou une goutte épaisse positive. La méningite bactérienne, les signes méningés seront présents et à l'analyse du LCR, nous aurons une pléocytose. Dans la méningoencéphalite herpétique, nous avons un état de mal épileptique brachiofacial fébrile avec une analyse du LCR montrant une pléocytose. Dans les abcès et les ampières, nous avons une asymétrie motrice et un scanner cérébral injecté qui va nous montrer des lésions absédées. Dans les causes métaboliques, nous pouvons avoir une hypoglycémie, on va faire une glycémie capillaire et veineuse, une hypocalcémie avec la calcémie totale et corrigée, une hypernatrémie devant les signes de déshydratation et là nous aurons besoin d'un ionogramme sanguin, un syndrome hémolytique urémique devant les signes de déshydratation, une anémie hémolytique et là nous aurons besoin d'une numération formule sanguine avec frottis, un taux d'urée et créatinine. Comme autre cause métabolique, nous avons l'asphyxie périnatale avec la notion de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine et dans ce cas, nous aurons une anomalie des gaz du sang. Et comme autre cause métabolique, les erreurs innées du métabolisme, on aura cette notion d'intervalle libre entre la naissance et le début des convulsions. Et dans ce cas, nous aurons besoin de l'ammoniémie, de la chromatographie des acides aminés et organiques dans le sang et les urines. Comme étiologie vasculaire, nous avons les AVC avec un déficit neurologique focal brutal. Nous aurons besoin d'une IRM cérébrale. Nous pouvons avoir les thrombophlébite cérébrales, une hypertension maligne, d'où la nécessité de mesurer la pression artérielle. Dans les causes structurelles, nous pouvons avoir les malformations cérébrales que nous pouvons retrouver dans les échographies anténatales en réalisant une échographie transfrontalière ou un scanner ou une IRM cérébrale et nous pouvons avoir les tumeurs cérébrales. Les causes occasionnelles sans fièvre, nous avons également les hématomes sous-duraux et extraduraux et les traumatismes obstétricaux. Et comme en dernière position, nous avons les toxiques avec les intoxications à l'alcool, les intoxications médicamenteuses, les intoxications aux organophosphorés. Donc, comme cause non occasionnelle, nous avons des épilepsies qui peuvent être structurelles, comme le syndrome de spasme infantile, le syndrome de la sclérose tubereuse de Bourdeville, où nous aurons besoin, comme examen paraclinique, d'un scanner ou d'une IRM cérébrale et d'un EEG qui peut être hypsarythmique.
Nous avons les causes génétiques avec le syndrome de Dravet, les causes infectieuses avec des épilepsies post-méningites, post-encéphalites, post-cysticercose, les causes métaboliques avec des anomalies de la chaîne respiratoire mitochondriale et des causes immunologiques, notamment dans les encéphalites aux anticorps anti-NMDA. L'évolution de l'état de mal épileptique va dépendre du type de crise, de la durée, de l'étiologie et de l'âge du patient. La surveillance sur le plan clinique sera la surveillance des convulsions, de la conscience, du déficit moteur et des paramètres cardio-respiratoires. Sur le plan paraclinique, de l'électroencéphalogramme, la glycémie, l'ionogramme, les gaz du sang et les taux d'urée créatinine. L'évolution est favorable si le traitement est débuté tôt. Il faut frapper fort, vite avec les anticonvulsivants et l'évolution est défavorable devant avec une défaillance multiviscérale, voire le décès. Dans l'étude de notre cher maître sur les 51 patients avec état de mal épileptique, nous avons dans l'évolution était marquée par un coma chez 68,6% des cas et un déficit neurologique chez 39% des cas. Le décès était présent chez 9% des cas et la récidive était présente chez 3,9% des cas. Les déficits neurologiques étaient surtout moteurs avec une hémiparésie, une hémiplégie et nous avons également un déficit sensoriel avec une baisse de l'acuité visuelle, une hypoacousie. Donc ça c'est le scanner du petit nourrisson Paul au décours d'un état de mal convulsif réfractaire avec coma de 6 jours et ce scanner a été réalisé 6 mois après l'état de mal épileptique qui nous montre une atrophie corticale de la région fronto-pariétale gauche avec une pseudodilatation des ventricules latéraux à gauche. En conclusion, l'état de mal épileptique chez l'enfant est une urgence thérapeutique majeure et un enjeu de santé publique. Face à ce défi, il est impératif d'agir rapidement et de manière agressive dès les premières minutes, conformément au protocole validé, de systématiser l'enquête étiologique en incluant l'anamnèse, l'examen clinique ciblé et les examens paracliniques adaptés. Nous devons également renforcer la surveillance clinique et paraclinique pendant et après un épisode aigu d'état de mal épileptique pour anticiper et prendre en charge les complications immédiates et tardives. Nous devons promouvoir la formation des équipes soignantes à la reconnaissance et la gestion de l'état de mal épileptique, notamment dans les contextes fébriles et infectieux prédominants en zone tropicale. Et ce n'est qu'au prix d'une approche coordonnée que nous pourrons améliorer le pronostic fonctionnel et vital des enfants confrontés à cette situation critique. Merci pour votre attention.